Donc, ce matin, pour 1h15 à 1h30, en fonction effectivement de la durée des présentations et surtout de vos questions, nous allons avoir ce webinaire sur les appels à projets H2020 autour du NGI, Next Generation Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui, et vous le savez, je pense, 4 appels en cours, 3 ouverts et 1 à ouvrir bientôt. Nous allons les décrire, vous expliquer effectivement quelles sont les choses importantes. Et ensuite, comme tous ces appels, sauf un, contiennent des mécanismes de cascade funding, nous allons détailler effectivement ces règles de participation, mais aussi vous expliquer et vous montrer quels sont les projets NGI qui sont aujourd'hui ouverts en cascade funding. Donc, nous aurons ce matin 3 interlocuteurs, 3 orateurs. Le premier, M. Franck Boissière, effectivement Commission européenne, il est dans l'unité Internet of Things, DG Connect. Il est chargé depuis un certain nombre d'années à la Commission européenne de l'élaboration des politiques de l'Internet des objets, avec un intérêt particulier, si j'ai bien compris les discussions avec lui, pour l'interopérabilité, la normalisation, la cybersécurité, la confiance et la vie privée, ce qui fait déjà beaucoup de choses. Il est diplômé de l'École polytechnique et il est spécialisé en tant qu'ingénieur télécom à Télécom Paris au début, avant de rejoindre la Commission européenne. Et nous présentera l'appel ICT 56-2020 Next Generation of Internet of Things. Il sera suivi par M. Gérard Canet, qui est délégué français dans le comité de programme H2020 pour 2 activités, 2 thématiques, ICT et Secure Societies. Il était auparavant responsable de la gestion des programmes de l'Union européenne et de la stratégie de l'Institut du CEA List dans 2 domaines, le domaine de la sécurité et data intelligence. Il est titulaire d'un doctorat de l'ENSK Champ en preuve formelle. Il nous présentera 3 appels, le ICT 54 Blockchain, le ICT 57 Inclusive Next Generation Internet et l'ICT 44 Next Generation Media. Il sera suivi par Mrs. Julia Woronski, désolé, je viens d'enlever, qui est chargée de mission Europe chez Cap Digital et qui nous présentera donc le système de cascade funding dans sa globalité, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi cela a été créé, mais aussi effectivement les appels NGI qui sont ouverts, à savoir les NGI Open Calls. Je suis pour ma part Bruno Dantec, je travaille à l'ENA et je suis depuis maintenant quelques mois ce qu'on appelle un point de contact national pour les activités dans les nouvelles technologies, à savoir technologies de l'information et de la communication. Pour toutes les questions que vous allez avoir, et j'espère qu'elles seront nombreuses et précises, n'hésitez pas donc à les rentrer dans le panneau de gauche en bas qui s'appelle clavardage ou chat pour certains. Au fur et à mesure, je les récupérerai, je les condenserai et à la fin des présentations, nous ferons une série de questions-réponses qui, je pense, durera entre 20 minutes et 30 minutes. Voilà, bienvenue à tous et je vais passer la parole à Franck Boissière. Je vais mettre sa présentation à l'écran. Hop. Donc, ça va être à 3. Je vais couper ma caméra. Tu peux le faire avec caméra ouverte et à toi de voir. La parole. Bonjour, voir si vous vous entendez bien. Donc, j'ai un peu d'écho sur haut-parleur à annulation d'écho, mais bon, j'espère que c'est pas trop sensible de votre côté. Donc, je vais vous faire une présentation, un petit tour rapide de cet appel. J'ai mis en petite question. Pour passer les transparents, c'est toi, Bruno, qui les fait passer de l'un à l'autre? Voilà. Donc, je reviens, je t'ai donné les autorisations, donc tu peux les passer, mais je coupe mon micro. Parce que c'est important de connaître un peu le contexte dans lequel est cet appel d'offres. Parce que, premièrement, c'est un appel d'offres qui va faire le lien entre Horizon 2020 et Horizon Europe qu'on espère lancer dans le courant de l'année prochaine. Et donc, on donne la priorité aux activités qui nous permettront d'assurer une certaine continuité entre
passé et le futur. Alors, où est-ce qu'on en est? Les premiers transparents vous donnent un petit peu l'importance relative du secteur de l'Internet des objets dans les différents domaines. Et tout ça pour dire en deux mots que c'est un secteur qui est très, très, très important. Et il n'y a pas un domaine d'activité professionnelle ou de service pour les citoyens qui n'y font pas affaire. Donc, dans le transparent suivant, on a, pour résumer ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est principalement arriver à établir un peu le leadership en Europe dans le domaine des plateformes pour l'Internet des objets. Et pour ça, on avait investi une centaine de millions d'euros en 2017 et on a continué à investir plus de 300 millions pendant ces 2 dernières années dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on a comme projet? Nous avons ce qu'on appelle les large scale pilots. C'est pas juste des gros projets, mais c'est des projets avec vraiment beaucoup d'acteurs, de vrais use cases, de vrais cas d'usage. C'est pas seulement des intérêts potentiels qui sont identifiés sur le papier, mais c'est vraiment des besoins opérationnels qu'ils cherchent à résoudre en appliquant ces technologies. Donc là, c'était la vague de projets qu'on a lancée en 2017 et qui arrive à leur dénouement en fin de cette année ou dans le courant de l'année prochaine. Et cette année, on a lancé un certain nombre d'autres projets, pas mal de projets dans le domaine de la santé et de la santé, que ce soit dans le milieu hospitalier, soit dans le milieu santé à domicile. Dans le domaine de l'agriculture de précision, smart farming, agri-food, on a lancé pas mal d'autres projets en continuité à ce qu'on avait fait avant. Et on commence à développer des choses dans le domaine du smart energy. D'autres projets que nous avons aussi lancés il y a 2 ans, c'est tout un cluster sur la sécurité et la protection de la vie privée. Donc on a là 8 projets qui sont à peu près à mi-chemin actuellement. Donc ces projets-là apportent déjà un certain acquis dans ce domaine et on se rend compte qu'en fait, là où ce domaine nous mène, c'est dans le développement et la convergence de pas mal de technologies, que ce soit les applications de temps réel, le big data, les centres de données, l'exploitation de ces données, le transit de toutes ces données via les réseaux et maintenant ce qui commence à émerger un petit peu plus de manière plus à la frontière vraiment de là, c'est tout ce qui est edge computing, l'intelligence artificielle et toute l'analyse des données de manière distribuée entre le site lui-même, le edge computing et des systèmes haute performance à base de cloud centralisés. Et une dernière tendance qui, qui se, qui se profile, c'est tout ce qui s'appelle le tactile Internet. Et en fait, c'est tous ces aspects de réalité augmentée, d'audiovisuel, et c'est vraiment une interaction beaucoup plus naturelle qui commence à se faire avec tous ces systèmes-là. Donc, où est-ce qu'on va dans ces domaines-là? Donc, je passe un peu rapidement là-dessus, on pourra y revenir si besoin, mais c'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit de notre préparation qu'on avait quand on a fait la préparation du programme de travail. Donc là, je vais vous présenter dans ce focus area sur Next Generation Internet vraiment ce qui est le ICT 56, qui est l'activité qui est ouverte et pour laquelle on attend les propositions d'ici le mois de janvier. Donc je suppose ou j'espère euh, que vous êtes déjà engagé pour préparer des propositions ou que vous êtes disposé à vous intégrer dans des consortiums qui sont déjà en préparation parce que préparer ce genre de projet, c'est pas simple
Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur que font beaucoup. C'est la fin du programme. Ne nous envoyez pas vos fonds de tiroir en disant c'est la dernière opportunité de me soumettre, on va soumettre ce qu'on a, quelle que soit la qualité. C'est pas une bonne tactique. Vous perdez votre temps à essayer de mettre en forme quelque chose qui est pas au point. Nous, on perd notre temps à l'évaluer alors qu'il n'y a pas de chance. On a beaucoup de propositions en préparation et la compétition sera très dure. Donc, si vous préparez les propositions, mettez-y les moyens pour faire quelque chose qui en vaille le coup. Donc, comme je vous avais dit, dans ces domaines-là, on cherche à ouvrir ce nouveau chapitre pour l'Internet des objets, vraiment passer dans le monde des digital twins, où vraiment le monde numérique sera utilisé, sera le facilitateur pour développer de nouvelles activités dans le monde réel. Et essayer d'avoir un petit peu plus de tout ce qu'on appelle l'automatisation au lieu d'intérêt, c'est-à-dire vraiment apporter au plus près de l'usage toutes les capacités numériques. Quels sont ces concepts qui sous-tendent un petit peu tout ça? C'est des implémentations de références, de standards et d'architecture pour des systèmes IoT, sachant que la spécificité aussi dans ce domaine, c'est pas juste une application ou un petit système, on parle vraiment aussi de gros systèmes, de systèmes souvent, et on a besoin de développer pas mal de preuves de faisabilité dans ces domaines-là, et les domaines d'usage auxquels on avait pensé, mais qui ne sont en aucun cas limitatifs, c'est juste ce que l'on voit régulièrement dans pas mal d'activités et de documentation, c'est tout ce qui est wearable, c'est-à-dire tout ce qui est les aides à la vie, les gadgets qu'on porte, les vêtements intelligents, etc. Dans le domaine des transports, dans le domaine de l'agriculture, dans tout ce qui est la domotique, la santé, l'énergie ou la fabrication intelligente. D'autres ne sont pas mentionnés dans le domaine de la logistique, dans le domaine maritime, etc. Donc, vraiment des domaines qui sont assez porteurs et dans lesquels on espère avoir pas mal de propositions intéressantes. Il y aura la possibilité dans cet appel de faire appel à ce qu'on appelle le cascading funds, hein, pour avoir des open calls par la suite qui permettront à de nouveaux acteurs d'accéder aux implémentations et aux prototypes qui seront développés pendant vos projets. Donc, un petit rappel. Donc, l'appel a été ouvert déjà au mois de juillet. C'est pour ça que je vous disais que j'espère que vous n'avez pas attendu 3 mois ou 4 mois pour préparer vos propositions, mais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà dans le pipeline. La date limite, c'est le 16 janvier. Et pour cela, pour les actions de recherche et d'innovation, on a prévu un budget de 46 millions d'euros pour des projets qui ont, en général, ce qu'on reçoit dans ce domaine-là et qui a un sens, sont des projets qui ont entre 5 et 8 millions d'euros de financement. Maintenant, si vous considérez que votre projet a besoin de 3 millions ou si entre 9 ou 10, c'est pas forcément un problème, mais il faudra bien justifier qu'avec ces ressources-là, vous serez capable d'apporter des résultats en conséquence, que ces ressources soient supérieures ou inférieures. Donc, vraiment les challenges qu'on cherche à traiter dans ce domaine-là, c'est développer les nouvelles architectures, et notamment avec toutes ces dimensions de temps réel, de self-awareness, donc d'autodéfinition de ces systèmes, euh, d'avoir des systèmes qui sont quasi autonomes et qui n'ont pas besoin d'être pilotés en permanence,
et l'utilisation, comme j'avais dit déjà un petit peu auparavant, d'intelligence artificielle distribuée et de topologie un peu décentralisée, faisant appel à d'autres ressources que le cloud ou le calcul en local. Sachant qu'aussi dans ce domaine-là, un des challenges va être l'intégration et la gestion de systèmes hétérogènes qui ne sont pas forcément prévus dès le départ et qui devront pouvoir être intégrés par la suite. L'interopérabilité sera, comme d'habitude, dans tout ce secteur, un thème très très important. Et l'ambition, c'est d'être capable de connecter des grandes, des grandes quantités d'équipements. Hein. C'est pas, on parle de systèmes qui ont des centaines, voire des milliers de capteurs et d'actuateurs qui peuvent être gérés, apporter des informations et être traités en temps réel. Aussi, une des dimensions qui doit être traitée, c'est la dimension des nouvelles générations de capteurs et de senseurs en faisant appel avec tous les développements récents de la micro et de la bioélectronique qui permettent de réduire complètement ces capteurs et ces systèmes pour les rendre beaucoup plus imperceptibles et faciles à intégrer dans la vie de tous les jours. Y compris en plus non seulement le capteur en lui-même, mais aussi sa capacité à communiquer avec des réseaux méchés, des réseaux maillés et d'autres topologies qu'une topologie avec. Et finalement, ce dont je parlais un petit peu avant, tout cet aspect Internet tactile, c'est-à-dire qui intègre aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée et vraiment des traitements et des calculs qui sont sensibles et réactifs au contexte d'utilisation dans lequel ils sont utilisés. Donc voilà un petit peu rapidement sur ces actions de recherche et d'innovation. Ce qui sera important, et ce qu'on a vu qui a été souvent un facteur différenciant entre les propositions, les bonnes propositions et celles qui étaient moyennes, je ne parle pas des mauvaises, mais malheureusement, on a quand même beaucoup de soumissions, donc il ne suffit pas d'être bon, il faut vraiment être excellent, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces points-là. Vraiment, les, mettre les utilisateurs au centre de votre projet et d'avoir des cas d'usage bien définis, ça c'est quelque chose qui est très très important. C'est important pour la qualité des développements, mais c'est aussi et surtout important pour l'acceptation de ces technologies dans les futurs systèmes et services, que ce soit dans le milieu professionnel ou au niveau sociétal. L'importance aussi dans ces projets de l'adoption des standards qui sont en train de se développer et d'émerger dans ce domaine-là, mais aussi dans le cas d'activités de recherche, tout le travail pré-normatif pour définir les architectures du futur et les technologies du futur dans ce domaine-là. Ça aussi, c'est souvent, quand c'est bien fait et bien conçu, on a eu de très très beaux résultats dans ce domaine-là. Un point à prendre en compte aussi, c'est comment ces nouvelles générations de plateformes vont se développer avec tout ce qui est l'interopérabilité sémantique, des systèmes autonomes et temps réel, des architectures décentralisées qui doivent permettre d'intégrer au fur et à mesure de leur évolution et de leur développement de nouveaux acteurs qui peuvent s'intégrer dans ces plateformes-là. Et le tout, c'est pas de dire, de faire une plateforme en disant à tout le monde, c'est ma plateforme qui sera la bonne, venez chez nous. Celles qui seront bonnes seront celles qui seront capables d'intégrer des acteurs qui viendront de manière un petit peu plus hétérogène. Et enfin, dans tout ce domaine-là, les écosystèmes sont super importants. Je crois que c'est un des secteurs dans lesquels les opportunités pour les PME sont les plus importantes.
et on veut que ces projets-là aussi tiennent en compte de ces aspects-là et qu'ils soient capables d'intégrer toutes les startups et tous ces innovateurs qui sont dans ces écosystèmes. Je mentionne en passant aussi que cet appel prévoit d'avoir une action de coordination et de support pour maximiser un peu les retours et les contributions de tous ces projets-là, notamment pour développer les écosystèmes. C'est sûr qu'un projet de recherche n'a pas cette capacité-là, mais l'ensemble de nos projets de recherche sont capables de développer pas mal de choses au niveau des écosystèmes, au niveau de la mise en contact des différents acteurs, et notamment, je vais y venir par la suite, tous ceux qui peuvent intervenir dans les open calls après. Et enfin, faire la relation avec les autres activités qu'on a dans notre programme, notamment certains des projets que j'ai mentionnés tout au début. Donc, on arrive maintenant à cette notion d'open call. On en parlera un petit peu plus tard avec les autres orateurs, mais je voulais mentionner un peu l'expérience qu'on a eue dans ce domaine-là avec les différents projets. Tout d'abord, c'est une option. Ce n'est pas obligatoire de les mettre en œuvre dans toutes les propositions. Par contre, comme j'ai présenté un petit peu dans le point précédent, pour les développements des écosystèmes, pour les PME, pour intégrer les innovateurs et les startups, c'est un mécanisme qui est assez bon. Mais c'est pas le Far West, mais presque, mais parce qu'en fait, on a eu pas mal de choses. On voit que ceux qui sont bien faits et le bon, c'est ceux où ces open calls sont définis avec un objectif particulier, une réelle valeur ajoutée pour le projet et qui soit bien ciblé. C'est pas juste j'ai un bon projet, je vais l'ouvrir et on va voir ce qui arrive. Non, ça demande d'être bien préparé, d'avoir bien défini les ressources dont il faudrait. Euh, pour s'intégrer un projet de recherche en cours de route, ça ne se fait pas tout seul en disant j'ai une idée, je veux venir. Non, il y a un travail à faire, un travail de la part du consortium au départ pour bien documenter qu'est-ce qu'ils proposent comme plateforme, comme architecture, quels sont les API, à quelles références ils vont se, ils vont se ils vont devoir se conformer, quels sont les standards qui sont utilisés, et pour ça, il va falloir que le consortium prépare un certain nombre de séminaires pour amener les candidats potentiels à ces open calls à arriver au niveau pour pouvoir s'intégrer rapidement. Et n'oubliez pas que ce n'est pas des mini-évaluations, on attend quand même que toutes les propositions qui soient soumises soient bien évaluées. C'est beaucoup plus qu'un simple peer review où on envoie deux, trois copains pour dire ce qu'ils pensent. Non, il y a vraiment une concurrence aussi dans les soumissionnaires de ces open calls et il faut avoir un bon système d'évaluation au sein du projet pour ces choses-là. Ce qui est la brute dans le bon, la brute et le truand, c'est ceux qui s'y sont mal pris, c'est ceux qui n'ont pas bien défini une cible pour leur open call. Ils ont reçu un tsunami de propositions, ils prévoyaient d'en avoir 10, ils en ont reçu 500. Ça peut devenir rapidement une catastrophe. Donc c'est des choses à préparer, clairement. Ce qui coince souvent aussi, c'est une sous-estimation des budgets nécessaires au sein du projet lui-même avant d'avoir les open calls pour préparer l'intégration des acteurs à venir et après les open calls pour aider aussi ces acteurs à s'intégrer dans le projet. Là, il y a du travail à faire et le travail d'intégration demande un financement aussi et ce financement doit être prévu dans le budget propre du projet et pas dans le projet, pas dans les budgets d'open call. Les budgets d'open call sont clairement réservés pour les acteurs qui ne sont pas dans le projet. Un mauvais timing
il faut les faire au bon moment, c'est-à-dire quand il y a suffisamment de choses de développer, pas trop tard pour pouvoir avoir encore l'intégration et prévoir assez de temps aussi pour la préparation des propositions entre l'ouverture, la disponibilité des spécifications de l'open call et la fermeture de l'appel. Et ce qui marche pas du tout, donc le truand, c'est les open calls, ce ne sera pas du tout une bonne idée d'en faire un. Si le projet n'est pas bon, un open call ne va pas l'arranger. S'il manque une composante essentielle au projet, elle ne va pas venir grâce à un open call. Il faut que ces choses-là soient dans la proposition de départ. Et ce n'est pas non plus un budget de réserve qu'on met sous le coude et qu'on peut redistribuer au sein du consortium par la suite en cas de problème. Non. Tous ces open calls doivent être prévus pour des activités bien précises. Ou tout au moins dans le contexte de ce sujet-là, le ICT 56. Il y a d'autres secteurs dans lesquels c'est utilisé de manière beaucoup plus ouverte, mais ça n'est pas mon propos aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous mentionner. Ça, j'ai déjà mentionné en préparant le CSA. Je me rends compte que j'ai interverti de transparent, mais ça, on n'a pas, c'est pas un problème. Et je vous laisse aussi un certain nombre de points sur des références sur les activités qu'on mène et les documentations qui ont été faites là-dessus. Donc, avec ça, ça termine un petit peu ma présentation. Je vais repasser la main à Bruno. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Je peux y répondre maintenant. Je vais rester présent dans le reste du webinaire. Si jamais vous avez d'autres questions à poser par la suite en fonction des autres présentations, on pourra revenir là-dessus sans problème. Merci à tous. Merci beaucoup Franck pour cette présentation et puis aussi le détail des choses qu'on ne voit pas forcément pour tout ce qui est open call avec les problèmes potentiels d'être noyé sous un flot de demandes de partenaires extérieurs et des plus grosses difficultés qu'on peut avoir à évaluer les cas. Nous allons garder les questions pour la fin parce que je pense qu'il y aura effectivement un mixte avec le contenu mais aussi avec les open calls. Donc, ce que nous allons faire, si j'arrive à régler, mais je pense oui, donc prends couper ta caméra, couper ta caméra et ton micro. Je vais passer maintenant la main à Géraud Canet. Je te donne la capacité d'être animateur. Géraud, bienvenue. Je vais vous présenter rapidement effectivement le délégué français dans les comités de programme H2020 pour la thématique ICT et Secure Societies, et que tu avais la lourde charge maintenant de nous présenter 3 calls avec la même durée que Franck, à savoir le ICT 54 Blockchain, le 57 Inclusive New Generation Internet et le 44 Next Generation Media. À toi, Géraud. Alors, j'ai pas la présentation devant. Excuse-moi, normalement tu es, comment dirais-je, Ah oui, tu dois super. l'avoir devant les yeux et tu dois être capable logiquement de la gérer. C'est bon. Alors, merci beaucoup pour la parole. Comme l'a dit Franck tout à l'heure, ce sont des appels, en tout cas pour 2 d'entre eux, qui ont des deadlines très proches. Donc, ça signifie qu'avec un peu de chance, normalement, les gens sont déjà dessus. À toutes fins utiles, il peut être aussi possible de se faire inviter dans un consortium déjà existant. Et ces présentations peuvent aussi servir de checklist aussi pour quelques points importants. Alors, je prétends pas être grand expert du domaine, mais comme l'a dit Bruno, moi j'entre en fonction au ministère depuis 3 semaines, avec montée en puissance prochaine. Donc c'est moi qui serai votre représentant. Vous connaissiez Frédéric Laurent, c'est moi qui prends sa succession. Et on commence tout de suite, on entre dans le vif du sujet, à parler des médias nouvelle génération avec ce sujet ICT 44. Donc l'objectif du ICT 44, c'est d'ouvrir de nouvelles possibilités pour la création média. C'est-à-dire de faire en sorte que les médias soient plus accessibles, plus ouverts, plus inclusifs et plus modernes.
il se découpe en 3 parties. La première partie, donc une première partie qui est purement technologique, qui est composée de sous-parties, et une deuxième partie qui est vis-à-vis des médias et des opérateurs et des acteurs culturels et artistiques, qui en fait correspond à quelque chose de très précis dont on va parler. La première, c'est donc c'est donc agir sur d'un côté les technologies et les contenus. Donc le premier sujet, le A petit i, c'est la technologie, c'est essayer de trouver de nouvelles méthodes technologiques pour arriver à faire des médias qui soient plus ouverts, plus interopérables et qui dépassent du cadre des médias traditionnels. Cet appel, il est soumis à FSTP ou Cascade Funding, donc c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure par Franck et qui sera encore développé par la suite. Ce Cascade Funding doit couvrir 70% du financement, donc pour des projets de courte durée, 5 à 12 mois, et des budgets de 50 kg à 350 kg. Avec en plus des tâches de coaching qui doivent être incluses dans la proposition, qui doivent être prévues dès le départ. Donc ce sont des contraintes qui sont assez fortes, hein. Il faut en être conscient et le monter, et les conseils qui ont été donnés tout à l'heure sont plus que valables. Sachant qu'en plus, il est conseillé de monter des incubateurs dans des environnements opérationnels qui sont donc rattachés au projet et financés par le projet. Donc ce sont des projets qui sont très très orientés PME et start-up. La deuxième partie porte sur l'écosystème. Donc, comment est-ce qu'on travaille sur les modèles économiques pour avoir des médias qui soient plus proches de l'utilisateur, plus justes et plus pérennes. Donc, dans la première, on parlait de la technologie. Maintenant, on est sur l'écosystème. Donc, travailler sur la gestion agile des droits, la façon dont les médias sont plus immersifs, la question des contenus, les restrictions contenus en fonction des aspects frontaliers, et donc le modèle économique. Et le sous-topic B, en fait, c'est la succession de quelque chose qui existe déjà, qui s'appelle START, qui est une structure qui soutient des initiatives de fusion entre les technologies et les arts. Donc là, dans quelques planches, là, je vais vous montrer des liens pour avoir plus d'informations. Donc là, le sous-topic B, c'est une CSA qui permet de financer la suite des activités de Start. Donc il faut prendre le relais sur ce que fait déjà Start, c'est en particulier des actions qui existent déjà, comme des résidences, des prix, des expositions, etc. Le budget, donc on est dans l'ordre de grandeur de 5 millions par projet, dans la première partie, 2 dans la deuxième, et budget de CSA classique, 2 millions pour voilà. Ensuite, j'ai piqué ces planches à une présentation qui a déjà été faite par la Commission européenne. Donc, je donne le crédit. Mais c'est important d'avoir le contexte et les liens. Donc, ça vous permettra, en récupérant ces planches, d'avoir tous les compléments d'information dont vous avez besoin. Donc, sur NEM, sur Vital Media, et en particulier sur tout ce qui tourne autour de Starts et Starts, si vous souhaitez répondre à la CSA. Voilà. Et donc, vous avez le lien sur l'initiative Starts en elle-même, pour mieux la connaître. Voilà, pour aller plus rapidement, donc je passe sur le topic suivant qui était proposé à l'ordre du jour, le ICT 54. Le ICT 54, c'est la blockchain. Et comment utiliser la blockchain pour un meilleur usage vis-à-vis de l'utilisateur et du citoyen. Meilleur signifiant redonner le contrôle à l'utilisateur. On est encore dans cette logique du New Generation Internet qui a déjà été présenté tout à l'heure, qui est donner un peu plus de pouvoir à l'utilisateur et faire en sorte que l'utilisateur soit au centre du système. Donc l'objectif, c'est de redonner plus de contrôle à l'utilisateur sur la gestion des contenus, sur la décentralisation des données, la protection de la vie privée et l'inclusion des données Internet en général,
Et donc, ce qui est proposé à travers ce topic, c'est d'utiliser la blockchain. Avec un topic donc très découpé, avec une partie qui est recherche, recherche pure sur la blockchain, la rendre le plus utilisable possible, améliorer la consommation énergétique, le bilan énergétique de l'utilisation de la blockchain, jouer sur les protocoles, le passage à l'échelle, le contrôle, sécurité, robustesse, et il y a une partie importante qui est la contribution à des standards. Et le sous-topic 2, c'est améliorer la confiance dans la blockchain. Donc là, c'est tout ce qui est authentification, intégrité, fiabilité de l'information. Et dans le topic, il faut développer 2 cas d'usage, c'est obligatoire, sur les modèles réputationnels, qui soient transparents pour la confiance et les solutions pour la transparence de l'échange de contenu sur Internet et les réseaux sociaux. Et il y a, alors là, je vois qu'il y a un bug dans la présentation, parce qu'il y a un sous-topic 3 qui est en fait une copie du 2, mais en fait, ce n'est pas le cas. Le sous-topic 3 parle en fait de ce qui est l'intelligence collective, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à utiliser encore ces contenus répartis pour fabriquer une meilleure conscience collective et une meilleure intelligence collective des contenus entre les utilisateurs. Et là encore, les sujets sont des sujets qui sont soumis à FSTP, donc à Cascade Funding. Les 3 sujets sont soumis à Cascade Funding dans des conditions qui sont relativement similaires. 70% du budget soumis à FSTP sur des actions 12 mois de 50 à 200 kg euros. Les budgets des projets sont plus élevés. Là, on est sur 8 millions d'euros pour le premier sujet et 6 millions pour les 2 suivants. Il est fortement conseillé pour ce sujet d'aller s'intéresser sur les sujets NGI qui sont déjà existants. Donc, vous avez toute une littérature à consulter et en particulier des CSA qui ont déjà été financés et qui sont en train de tourner. Donc, on cite les TETRA, NGI for All et NGI Forward. Il faut évidemment se positionner par rapport aux travaux de repérage et de stratégie qui ont déjà été effectués par ces CSA. Voilà. Et donc là, donc la question vient d'être posée en direct, mais oui, vous aurez accès au support et donc vous pourrez reconsulter et avoir ces liens que vous pourrez ensuite suivre. Voilà, et je passe au ICT 57. Donc le ICT 57, c'est à nouveau l'Internet nouvelle génération. Donc là, la deadline est un peu plus loin, on est sur une deadline en avril. Avec un sujet qui est très très spécifique, c'est la traduction entre langue des signes et langage parlé. Et langue des signes, là, les langues sont au pluriel parce qu'en fait, il s'agit d'un sujet de traduction multilingue dans plusieurs langues et donc les différentes langues des signes spécialisées dans les langues nationales et les langues nationales en même temps. Une contrainte très forte aussi dans le topic, il faut développer une solution open source. Ce n'est pas un projet de recherche fondamentale, ce n'est pas un projet SHS, c'est un projet dans lequel il y a un développement logiciel qui est attendu. Et donc, ce développement est interactif, inclusif, non biaisé. Donc, c'est ce qui est attendu. Et donc, un mot pour conclure sur cette indication topique. Le type de consortium attendu, ce sont des chercheurs en technologie linguistique, des chercheurs en IA, des associations de malentendants ou des formateurs en langue des signes et des développeurs logiciels. C'est la typologie qui est conseillée pour ce type de topic, pour répondre pour les réponses attendues. C'est une RIA et il va donc y avoir environ 2 projets financés pour des ordres de grandeur de 2 à 4 millions d'euros pour la réponse à ce topic. J'ai oublié de citer pour le topic précédent, vous aviez des découpages en petit 1, petit 2. Il faut absolument prévoir des ponts de collaboration entre les projets relevant du topic 1 et les projets relevant du topic 2. Donc ça, c'est important aussi parce qu'il faut le prévoir dès la phase de soumission, de préparation. Voilà. Et ça,
Ça conclut mon exposé, parce que là, je vois qu'on vient de glisser sur un autre document, donc je reviens sur celui-là. Ça conclut mon exposé et pareil, ben, on aura une séance de questions à la suite. Bruno, je te redonne la main. Merci beaucoup, Jérôme. Pas de charge, mais je crois que toutes les informations ont été là. Donc, comme on l'a bien écrit, les présentations seront distribuées après et nous enverrons aussi un lien sur l'enregistrement. Oui, puis il est vraiment très spécifique. Le prochain orateur, je le cherche dans la liste, Julien Moransky, qui va avoir Oui, accès à bonjour. cette transparence. Est-ce que tout le monde m'entend? J'affiche. Donc, Julia Moravski. Alors, je crois que ma caméra ne fonctionne pas, donc voilà, vous ne pourrez pas me voir, mais si vous alors, m'entendez, c'est le principal. ta caméra elle ne fonctionne pas, ça effectivement, c'est pas grave. Par contre, ta voix est faible. Donc, si tu peux te D'accord. rapprocher ou mettre ton casque plus près, ça serait parfait. Moi, je vais écouter mon micro, sinon tu auras de l'écho. Est-ce que comme ça, vous m'entendez mieux? Excellent. Merci à toi. Parfait. Donc, Bruno, je te laisse couper ton micro. Voilà, et je commence. Bon, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter donc aujourd'hui le mécanisme des financements en cascade et les appels Next Generation Internet qui en découlent. Donc, comme vous savez, il existe des nouveaux mécanismes de financement européens qui se veulent plus agiles et qui permettent l'accès à des subventions donc européennes provenant des programmes européens type H20, Interreg. Il s'adresse tout d'abord aux innovateurs européens tels que les PME, les startups, mais aussi dans certains appels aux grands groupes et aux citoyens. Alors pourquoi ce nouvel instrument financier? La Commission européenne souhaite mieux soutenir ces innovateurs, notamment les primo-accédants au financement, en facilitant l'accès et l'information via des partenaires locaux qui sont des organismes intermédiaires tels que les pôles de compétitivité, les incubateurs, des catalyseurs de croissance, etc. C'est eux qui forment des consortia et qui répondent directement à des appels européens dans lesquels il est spécifié de soutenir des third parties. Donc les third parties désignent ici des structures ou des privés qui ne font pas partie du consortium. Ces organismes intermédiaires deviennent donc des opérateurs des financements et contribuent au développement de l'innovation et des écosystèmes européens de façon décentralisée. Donc dans la pratique, pour les porteurs de projets, au lieu de déposer un dossier auprès de la Commission européenne, les candidats s'adressent directement à ces organismes. Donc cette slide que vous voyez, voilà, je me suis inspirée d'une slide qui avait été faite par le point de contact national PME. De façon générale, ce qu'on a pu constater sur les appels en financement en cascade, c'est qu'ils s'adressent à différents secteurs, aussi bien l'agriculture, la santé, les télécommunications, l'économie circulaire et l'Internet. J'ai pu repérer qu'il y avait au moins 40 appels qui ont été ouverts tout au long de l'année de 2019. Et vous verrez donc en bas à droite, vous avez un lien qui mène vers notre site et vous pouvez aussi aller directement sur la liste des appels qui sont ouverts en ce moment où vous pourrez trouver toute la liste au sein de l'Union européenne. Donc, premièrement, quels sont les plus et les avantages de ces financements? Ce sont des taux de financement avantageux allant jusqu'à 70% des coûts éligibles. J'ai vu aussi parfois jusqu'à 100%. Donc, c'est des sommes qui vont de 5K à 200K. Le deuxième point positif, ce sont des subventions européennes, donc provenant des programmes européens, comme je disais, Horizon 2020, mais aussi Interreg. Et surtout, le plus, c'est qu'ils ne sont pas comptabilisés pour les règles de minimise. Selon les appels, il s'agit soit de candidatures individuelles ou en consortium.
Au contraire des appels collaboratifs type H2020 dont les dossiers peuvent comporter 50 ou 70 pages, ici il s'agit de compléter des dossiers légers, de 2 à 15 pages en anglais. Ce sont des projets courts, entre 6 et 18 mois. Que financent ces appels? Vous verrez donc à droite de la slide quelques exemples d'aides financées. Certains appels sont dédiés au développement de votre business à travers du coaching, par exemple, pour la levée de fonds, ou tout simplement sous forme de subvention pour développer votre projet R&D, prototypage, etc. Donc là, vous retrouvez donc le site directement sur la Commission européenne. Vous trouvez toute la liste des open calls en financement en cascade qui sont en ce moment ouverts. Et vous retrouvez aussi les anciens qui ont clôturé. Alors, Next Generation Internet, avant de vous expliquer, de vous donner plus de chiffres, il est important de comprendre cette initiative qui a été lancée par la Commission européenne en 2016. Elle vise à réaliser l'Internet du futur, à réaliser un écosystème de plateformes interopérables qui incarnent les valeurs européennes comme l'ouverture, l'inclusion, la transparence, la confidentialité, la coopération et la protection des données. NGI veut être le moteur de cette révolution technologique et permettre l'adoption progressive de concepts et de méthodologies avancées couvrant les domaines de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets, des technologies interactives et autres, tout en contribuant à rendre l'Internet du futur plus humaine. Donc il y a cette notion de human-centric. NGI s'applique à 3 domaines. Tout ce qui concerne les technologies renforçant la protection de la vie privée et la confiance, la gouvernance décentralisée des données et la technologie d'identification ou d'authentification. Donc les mots-clés, on peut dire IoT, Privacy by Design, Open Source. NGI s'organise autour d'une communauté composée de tout type d'acteurs souhaitant réaliser l'Internet de demain. Donc vous avez un site qui est dédié voilà, à cette initiative qui rassemble donc toutes les informations utiles, les événements, les calls provenant des financements en cascade, les webinaires qui sont notamment lancés par les organismes intermédiaires pour expliquer certains de leurs appels. Donc, mais aussi, il existe des outils pour être en lien avec cette communauté, donc notamment la plateforme d'échange et la cartographie NGI qui répertorie des partenaires potentiels dans ce domaine. Alors, à ce jour, dans l'ensemble, il y a eu donc 4 appels NGI ouverts. Il y a eu 506 propositions soumises à travers tous les appels à propositions NGI, 162 projets financés à travers toute l'Europe. Mais la Commission européenne a précisé qu'il existe une disparité géographique importante dans l'octroi des aides. Donc concrètement, il y a plus d'acteurs qui sont financés dans la partie ouest de l'Europe que dans l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est. Donc aujourd'hui, vous avez 4 appels NGI ouverts et 3 NGI à venir. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter NGI Discovery et NGI PET, qui en fait sont 2 appels à projets distincts, même si c'est le même consortium qui gère, qui opère ces appels. Vous avez donc, il s'agit ici de 2 appels à projets R&D similaires dans le processus, dans le processus de d'écrire votre candidature. Ici, on vise bien à financer des projets R&D pour les technologies renforçant la vie privée et la confiance. Et l'autre appel concerne les technologies d'identification et d'authentification. Les résultats des projets doivent être disponibles sous une licence open source, de sorte que n'importe qui peut lire et valider le code source.
tous les 2 mois. Alors, vous êtes en ce moment au 6e appel pour ces appels. La prochaine deadline est le 1er décembre et en fait, cet appel ouvre tous les 2 mois jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire pour chaque appel. Et il y a une enveloppe pour chaque appel de 5,6 millions d'euros. Les derniers appels seront en 2021. Ce qui peut être financé à travers voilà, ce dispositif, c'est par exemple the design and development of open source software and open hardware ou la participation à des événements type des hackathons. Et vous avez toute une liste qui est disponible sur leur site. C'est un dossier très léger. Voilà, il consiste en 2 pages et vous propose voilà, d'aller straight to the point pour présenter votre idée. Donc c'est d'abord dire ce que vous faites et comment vous allez le faire au lieu de vous concentrer sur pourquoi vous le faites. Il y a une sélection en 2 étapes. La première, c'est une vérification des critères d'éligibilité. Donc, ils vont s'assurer que vous êtes bien en conformité avec la vision NGI, et que c'est bien que votre projet est bien un projet recherche et développement et que c'est bien l'objectif principal et qui satisfasse aussi à tous les critères d'éligibilité stricts spécifiques à l'appel. Et puis après, une fois que vous avez passé cette première étape, c'est eux qui vont revenir vers vous pour préciser certains points de votre dossier. Donc, cet appel s'adresse à tout type de candidats, chercheurs, individuels, PME, étudiants, et même si vous êtes mineur, il est possible voilà, que vous candidatiez pour voilà, apporter votre contribution à Internet. C'est une subvention donc R&D qui va de 5 à 50 000 cas et les candidats peuvent candidater plusieurs fois jusqu'à 200 000 cas de financement. Le prochain appel est NGI Trust Géant. Donc, c'est le 2e appel. Au total, il y aura 3 appels. Le dernier appel sera ouvert en février 2020. Il y a 2 grands objectifs pour cet appel. C'est tout d'abord faire participer une grande variété d'acteurs, notamment les nouveaux arrivants au programme H2020 sont fortement encouragés à postuler et à proposer leurs projets. Et après, ici, ils visent aussi à explorer des sujets présélectionnés sur la protection de la vie privée et l'amélioration de la confiance. Ici, NGI Trust s'attend à ce que les propositions qui soient soumises dans le cadre de l'appel cherchent à développer, à chaque fois que c'est possible, des cas d'utilisation susceptibles d'être étendus ou déployés au niveau de l'Union européenne aussi rapidement que possible afin de soutenir des solutions pratiques en matière de protection de la vie privée et de renforcement de la confiance pour l'Internet, mettant au centre de son développement l'être humain devant l'outil et non le contraire, l'outil devant l'être humain. Donc ici, là, donc, le critère, cet appel s'adresse aux personnes physiques ou entités légales travaillant sur des sujets de l'Internet Privacy and Trust. Et vous avez donc 3 types de projets qui peuvent être financés. Le premier, c'est tout autour de la faisabilité. C'est une subvention qui va jusqu'à 75 000 cas avec aucun cofinancement et qui ont une durée de 6 mois. Après, vous avez des projets, vous avez un projet de réalisation. Vous avez une forme de subvention qui va jusqu'à 150 000 euros avec un cofinancement jusqu'à 75 cas. Donc en fait, ici, vous devez démontrer que vous pouvez apporter un financement complémentaire. Ça peut être soit des fonds propres, soit une contribution en nature du personnel, prêt ou prise de participation. Pareil pour la transition vers la commercialisation, c'est une aide qui va jusqu'à 200 000 cas, mais avec un cofinancement de 50%. Donc concrètement, si vous demandez 200 000 cas, il faut que vous apportez 200 000 cas. Et la durée pour ce type de projet va jusqu'à 12 mois. La date butoir est le 1er décembre. Ce sont des dossiers de 12
page. Le dernier projet, donc, c'est Ledger Funding Box, c'est le deuxième et dernier appel. Ici, on vise à financer 16 autres projets de produits minimum viables, MVP, qui proposent au cœur de leur développement les technologies décentralisées et la privacy by design, l'ouverture et la souveraineté des données des citoyens. Donc, on veut réaliser des nouveaux modèles qui préservent le contrôle des citoyens sur la gestion de leurs données. Donc, il y a eu un premier open call cette année. 16 MVP ont été financés. Pour avoir quelques chiffres clés pour que vous compreniez aussi un peu la compétition, il y a eu 291 candidatures qui ont été soumises par 35 pays et 16 projets sélectionnés. Ici, vous devez déposer en équipe. Vous pouvez être, donc, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir, lorsque vous déposez, d'avoir 3 profils, un chercheur, un développeur et un entrepreneur. Ce sont donc un apport, une aide financière jusqu'à 200 000 € qui peuvent vous être apportés, mais sans apport de fonds propres pour les meilleurs innovateurs de leur catégorie. Et la deadline est le 31 janvier 2020 et vous devez répondre à l'une des 6 verticales qui est ici en bas à gauche, qui est la santé, l'économie, la mobilité, les services publics, la durabilité et l'énergie et l'open innovation. Pour terminer, je voulais vous présenter aussi les appels en cascade à venir. Il y a NGI Explorer Program qui devrait, courant 2020, ressortir un deuxième appel. Ici, on recherche les meilleurs chercheurs et innovateurs européens dans les technologies émergentes de l'Internet pour participer à un programme unique aux US. Tout le programme est financé par la subvention européenne. Il y a aussi le projet d'APSI dans lequel Cap Digital et l'Institut Mines Télécom sont partenaires du projet et accompagneront les innovateurs sur cet appel. Ici, on souhaite faciliter la transmission directe à un autre fournisseur des services des données stockées chez un fournisseur de services. Donc, en gros, tout ce qui concerne la portabilité des données. Il y aura 58 équipes de chercheurs et entrepreneurs qui seront accompagnés dans le cadre d'un programme d'incubation de 10 mois. Donc l'appel devrait sortir courant début 2020. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site pour vous mettre à jour. Et puis il y a aussi donc le projet Tetra, qui sont pour notamment les heureux élus bénéficiaires des appels en cascade type NGI Trust, NGI Pet Ledger, les appels qu'on a vus précédemment, qui est une aide en fait pour vous aider à développer votre business model. Donc c'est un accompagnement sur mesure qui va de l'étape R&D à l'étape sur la mise sur le marché. Donc on peut le voir aussi comme un business accélérateur pour les bénéficiaires NGI. Et voilà, je vous remercie. Merci pour votre écoute et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions. Alors, es-tu toujours là, parce que ton micro a l'impression d'avoir été coupé, Julia? Oui, allô? Oui, Julia, donc là, dans la liste, il y a quelques questions rapides. Une première question, parce que le son a coupé au moment où tu parlais. Tu parlais de 291 projets qui avaient été déposés dans Funding Box, si les souvenirs sont bons, mais on n'a pas compris combien avaient été financés. Alors pour le projet Ledger, il y a eu 291 candidatures qui ont été soumises. Et il y a 16 projets sélectionnés. Alors j'ai pas fait le taux de succès, je vous laisse le faire. Pas de souci. Une autre question, cette fois-ci, c'est pour l'activité Box à venir, donc l'été à venir. Une question sur la portabilité. Est-ce qu'il y a portabilité des données
Alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre comme ça, mais en tout cas, il y a 3 thèmes qui ont été sélectionnés. C'est tout ce qui est data transparency, data accountability and security and data analytics. Après, dans tous les secteurs, il faudrait, voilà, je pourrais vous mettre il y aura sûrement un webinaire prochainement, qui expliquera un peu l'appel et ce qui sera visé. Je vous encourage fortement, voilà, à revenir vers moi pour plus de précision en début d'année prochaine. Ok, une autre question. C'est commentaire et question sur le NGI PET. Effectivement, on voit qu'on est de 5 kg à 50. La première question, c'est effectivement 5 kg, est-ce que c'est raisonnable? Parce qu'il y a beaucoup effectivement de demandes qui projets qui ont demandé 5 kg. Je pense que c'est beaucoup de travail aussi pour Alors, les Bruno, évaluer. oui, je t'entends pas très bien. Ah, excuse-moi, est-ce que c'est mieux là? Oui. Bon, excusez-moi, désolé. Oui, donc la question sur NGI PET, je vois que le financement est de 5 à 50 kg. Une question, est-ce que c'est raisonnable par rapport au temps que tu leur donnes d'avoir des financements de 5K? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup de demandés et est-ce qu'il y a eu de bons retours? Alors, je sais qu'il y a sur leur site, il y a une liste des appels qui ont été financés. On peut retrouver par exemple tous les, voilà, les lauréats des dispositifs. Tout ce que je sais, c'est que je sais qu'ils ont beaucoup de, comme c'est un appel qui ouvre et qui ferme tous les 2 mois, ils ont beaucoup de demandes. Vous pouvez voilà, déposer facilement votre idée de projet, ils répondent, vous rentrez très vite dans un processus. Je ne pourrais pas vous dire concrètement voilà, la compétition chiffrée. Et ensuite, il y avait une autre question que j'ai, c'est est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est que cette règle de minimis? Parce que je pense que ça ne s'applique pas à tout le monde. Oui, alors, je vais être la mauvaise élève, parce que je sais que ça s'applique pour les financements régionaux et nationaux. Je ne vais pas pouvoir être la bonne personne pour vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, mais je sais que pour les fonds voilà, régionaux et nationaux, souvent ça s'applique. Et je sais que pour les projets européens, ça ne s'applique pas. Alors, vous pouvez aller regarder sur Google ou demander concrètement à votre conseiller BPI France qui pourra vous expliquer. Ok, pour une question pour Franck, donc on a bien compris que l'écosystème était extrêmement important et qu'on a besoin qu'il y ait une participation forte de l'écosystème sur cet appel. Euh, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs partenaires qui peuvent répondre dans le cadre de ce cascade funding comme on a vu sur d'autres appels? Et deuxième question, peut-il déjà avoir des PME dans le consortium de base qui déposent la proposition globale, ou est-ce qu'il vaut mieux que ces PME n'interviennent que dans le cadre du cascade funding? Bonne question. Pardon. Ça, on a ça va dépendre en partie de vraiment de la nature du projet lui-même, qu'est-ce qu'il ambitionne de faire et dans quel domaine il va agir. Il y a des domaines dans lesquels, par nature, il y a beaucoup plus de PME qui sont impliquées et qui fournissent des technologies clés pour ces domaines-là. Et effectivement, dans ces cas-là, on s'attend fortement à ce que ces PME soient impliquées. Dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine de l'agriculture, euh, au contraire, il y a une telle diversité dans les champs d'application, dans les potentialités d'activité que pas mal d'open calls qui ont été faits dans ce domaine-là avaient pour vocation de faire rentrer des acteurs beaucoup plus locaux dans des régions qui n'étaient pas encore bien couvertes par le programme ou le projet,
pour essayer d'intervenir là-dedans. Dernier exemple, dans le cas réellement de développement de plateformes d'intégration basées sur une technologie quelle qu'elle soit, celles qui ont l'air de marcher correctement actuellement sont celles qui, au sein de la proposition, disons que la version 0 ou 1 de cette plateforme est faite avec un certain nombre d'acteurs, y compris des PME, pour avoir une certaine diversité dans le champ d'application des technologies, des capteurs, des services, etc., qu'on peut intégrer. Mais pour arriver à une maturité un petit peu supérieure de ces plateformes-là, il a été très 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 bénéfique d'avoir des open calls pour voir si cette plateforme soi-disant ouverte et interopérable était capable d'accueillir en son sein d'autres fournisseurs de solutions. Pour donner un exemple, j'avais discuté dans le domaine de la santé aussi avec un acteur bien connu en France qui développe des solutions pour la santé pour les seniors. Je ne donnerai pas son nom, mais c'est facile à trouver. J'ai posé la question comment vous intégrez de nouveaux équipements dans votre système. Sa réponse a été dit quand il faut intégrer, on développe de nouvelles interfaces pour ces choses-là. Et c'est clairement chronophage et ça demande beaucoup de ressources. Alors que dans un projet bien monté, si on développe une plateforme ouverte qui est capable d'auto-accepter un certain nombre d'acteurs, on peut tester ça avec des open calls, avec des PME en cours de route. Donc, il y a plein de possibilités. Le tout, c'est de bien ficeler sa proposition et que dans la proposition, il y a déjà les éléments de base pour démarrer. Il faut vraiment, pour revenir à la présentation que j'avais faite, sur les bons points des open calls, c'est ceux qui ont une réelle valeur ajoutée, qui sont clairement définis. Donc c'est juste celui d'après, euh, clairement défini, où il y a une réelle valeur ajoutée. Donc il faut qu'il y ait ce qu'il faut dans la proposition, mais il faut qu'il y ait un apport aussi. Et c'est à la proposition d'argumenter que c'est la bonne approche à faire. Voilà. Ok, c'est clair. Donc vous avez le choix, mais attention à bien le justifier. Ok, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, alors c'est peut-être une question pour tous les deux, à savoir Franck et Julia. On me pose la question de quel est le risque pour un partenaire, ou plutôt un coordinateur de projet dans lequel il y a des cascades funding. Quel est son risque à faire des appels à proposition, avec distribution d'argent à un certain nombre de partenaires, et que ces partenaires ne produisent pas à la fin de leur silo de développement un résultat escompté qui soit un service, produit, accès à la plateforme, etc., etc. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Oui, Bruno, je n'ai pas du tout entendu la question en fait. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Est-ce que ça marche mieux, là? Oui. Non, c'est mieux. J'ai mon micro qui était vraiment juste à côté. Donc, la question, c'est identification des risques pour le coordinateur d'un projet qui fait du cascade funding, donc qui propose du cascade funding, des pôles. Il propose, il y a des solutions, il évalue, en estimant qu'il évalue selon les règles qui ont été expliquées tout à l'heure, et à la fin, un certain nombre de propositions. Moi, j'ai l'impression que mon micro est très bas. Je suis 70. Et à la fin, effectivement, des 6 mois ou des 12 mois des financements qui ont été distribués à des sociétés ou à des consortiums, on se rend compte qu'il y a sur, je ne sais pas moi, 15 financements distribués et 15 contrats signés, il n'y aurait que 2 ou 3 consortiums qui vont remplir les conditions, à savoir délivrer un service, faire un test sur un produit, etc., etc. Donc, quel est le risque pour le coordinateur?
en- de tous les open calls qu'on a eu, on a, j'ai pas eu d'expérience de ce type. Euh, on a eu beaucoup plus de résultats où, avec un financement minimum d'open call, les acteurs ont demandé à continuer à participer gratuitement, enfin sans contribution financière, à la suite du projet parce que ils ont vraiment accroché à ces choses-là. Donc c'est plutôt des histoires positives que des risques d'avoir sélectionné une proposition qui donne pas de résultat en cours de route. Il y a eu certaines soumissionnaires d'open call qui n'ont pas porté tous les fruits que tout le monde espérait. Ça, mais je crois que ça c'est un peu inhérent au domaine de la recherche et des nouvelles technologies. Euh, pour arriver à vraiment le scénario que tu mentionnes, qui est un peu le scénario catastrophe, là, à la limite, il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que les critères d'évaluation et leur interprétation pendant les évaluations des soumissions aux open calls ont été bonnes. Euh, Est-ce qu'il y a un risque pour le coordinateur? Au pire, le risque nucléaire, entre guillemets, c'est qu'en cas d'audit, il y a une demande euh, de remboursement du préfinancement des participants aux open calls de certains, mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à ce cas extrême, ça c'est clair. Ok, très clair pour moi. Julia, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, pas du tout. Alors, dans ce cas-là, Julia, il y a une question pour toi, je pense, qui est dans le pavé clavardage en bas de David Frey. La vois-tu? Oui, j'ai vu. Donc ça concerne les projets de NLNet Foundation, donc c'est les NGI Zero Pet et NGI Discovery et Ledger. Qu'est-ce qu'on attend comme output du logiciel? Quel TRL? Des résultats de recherche, du transfert? Est-ce qu'il y a de l'espace pour des projets recherche plus développement avec un TRL relativement bas? Alors, d'après ma compréhension moi, de l'appel NGI Pet et Discovery, donc chapeauté par NLNet Foundation, je pense que c'est la philosophie de l'appel, c'est vous qui venez avec une idée et vous avez besoin, voilà, vous avez une idée, vous avez besoin d'un financement qui va vous permettre de développer votre idée. Donc, je pense que vous pouvez venir vraiment déposer votre idée avec un TRL relativement bas pour ces appels à projets. De toute façon, voilà, ça, ils le disent très spécifiquement sur leur site internet. Il ne faut pas passer plus d'une heure. Vous avez 2 pages. C'est pas grave si vous faites des fautes d'orthographe en anglais. Concentrez-vous sur votre idée. Comment et qu'est-ce que vous faites. Et de toute façon, si ça passe pas, vous pouvez voilà, redéposer dans 2 mois. Les appels sont assez ouverts. Pour Ledger, j'ai regardé donc la, sur leur guide for applicants et j'ai pas vu en fait, ils précisent pas le TRL. Donc je vous propose soit de les contacter, ils ont une adresse voilà, où vous pouvez les contacter pour avoir plus d'explications à ce sujet. Je peux vous envoyer voilà, l'adresse si vous souhaitez. Ok, moi je n'ai plus de questions dans mon panier. Je suis obligé de couper vos micros parce que j'ai l'impression que c'est ça qui pose des problèmes. Je vais rouvrir les micros à tous les trois, à Julia, Franck et Géraud, si vous avez quelque chose à rajouter. Sinon, on s'arrête. Voilà. Potentiel écho. Dernière chose à dire, sinon on s'arrête.
Une fois, 3 fois. Je vous remercie. Je recoupe le micro pour être sûr. Merci Julia pour le lien, c'est parfait. Merci à nos 3 orateurs. J'espère que cela vous a apporté effectivement des compléments d'information. Les présentations vont être envoyées. Un lien sur l'enregistrement de la session sera disponible à partir de lundi et vous sera envoyé demain. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end à venir. Excellente journée à tous et à toutes. Au revoir. Merci, au revoir. Ciao Julia. Au revoir. Merci Franck. Au revoir. Et merci Jérôme.